les femmes de la joaillerie sont passionnées et cultivées, intelligentes et créatives, bosseuses et imaginatives. Elles sont brillantes. On imagine le monde des bijoux comme un secteur léger et opulent. La réalité est autre. C'est un monde qui exige l'excellence dans tous les domaines, un monde de travail acharné, des artisans d'art aux mains de fée aux groupes internationaux à la puissance supranationale. Le monde des bijoux, c'est aussi une certaine image de la France qui s'impose depuis le XVIIe siècle. Et dans ce monde protéiforme, les femmes ont dû se sertir une place. Et elles ont réussi parce qu'elles sont brillantes. Dans ce podcast, Brillante, je vous fais découvrir non pas l'envers du décor, mais la réalité du monde joaillier au féminin en interviewant les femmes de la joaillerie. À chaque fois, je leur demande un conseil pour une jeune femme qui serait tentée par ce monde où le scintillement de vitrine cache l'exigence du travail et de l'investissement personnel pour que la prochaine génération se prépare ainsi à devenir brillante. Dans cette émission, je reçois aujourd'hui une femme brillante, Caterina Murino, la célèbre actrice, ex-James Bond Girl, devenue joaillière pour défendre les bijoux sardes et qui dédie sa joaillerie aux causes humanitaires. Bonjour Caterina. Bonjour. On va commencer peut-être par le côté actrice. C'était quoi ce côté actrice? C'était le rêve de petite fille? C'était quoi? Absolument non, parce que mon rêve de petite fille, c'était devenir pédiatre. Donc malheureusement, la vie a choisi pour moi. Peut-être heureusement et malheureusement, je ne sais pas encore. Un jour, je vais découvrir ça. Donc il y a déjà plus de 20 ans, j'ai découvert cette voie de l'art, même si je ne me sens pas du tout une artiste. Dans ce cas, je peux vraiment dire que la vie a choisi pour moi. Donc après beaucoup des années de théâtre à Milan et à Rome, après je suis débarquée ici en France. Et bien sûr, après est arrivé le fameux rôle de Solange dans Casino Royale, qui m'a ouvert bien sûr les portes du cinéma international. Je pense que l'amour pour la joaillerie est arrivé surtout grâce à la France, même si c'était bien sûr déjà ancré en moi en Sardaigne, mais je pense que si j'aurais commencé à vivre à Londres plutôt que la France, peut-être je n'aurais pas eu cette envie vraiment de créer ma marque des bijoux. C'est quoi le premier déclencheur? C'est un bijou que tu as rencontré? C'est une maison? D'où vient cet amour alors de la joaillerie liée à la France? Alors, l'amour, comme beaucoup de gens y connaissent, c'est parce qu'en Sardaigne, on a vraiment une tradition énorme de culture sur les bijoux. Le fameux artisanat de la Sardaigne, qui est très connu dans les tapis, dans la céramique et surtout dans l'orfèvrerie. Donc, c'est surtout ça qui m'a vraiment ancré l'amour des bijoux. Mais on va dire que votre fameuse place Vendôme et votre orfèvrerie sécolaire, il est tellement, fait vraiment partie du patrimoine de la France qui m'a poussée à commencer à faire des études de gémologie. Et donc, je pense que c'est surtout ça. C'est pas vraiment une marque. C'est un concept, c'est un savoir-faire, c'est l'amour que vous portez pour les bijoux et pour l'histoire du bijou. Le savoir-faire, le pierre. Et donc, aussi, si je ne me trompe pas, c'est vraiment l'unique ville au monde, Paris, qu'il y a une place aussi magnifique, aussi centrale dans la ville, qui est totalement dédiée aux bijoux, donc c'est Place Vendôme. Donc, bien sûr, en marchant et en se baladant pour Place Vendôme, qui est vraiment, on tombe amoureux par ces bijoux des créateurs magnifiques et qui créent vraiment des œuvres d'art qui vont au-delà du bijou normal qu'on puisse porter tout le temps. Alors, qu'est-ce qui est venu en premier? Est-ce que tu te dis, je vais faire une marque de bijoux et donc je prends des études, je fais gémologue, etc. Ou c'est l'inverse? La marque des bijoux, c'est venu après, beaucoup de temps après, parce que je ne voulais pas du tout, quand j'ai commencé à étudier gémologie, j'étais juste attirée pour essayer de comprendre pourquoi dans l'histoire de l'homme, avoir des pierres, des bijoux, les porter, les avoir, vraiment dans les monts de la possession, a poussé autant d'hommes pour faire des guerres, de tuer des autres gens parce qu'on voulait avoir la possession de cette pierre. Qu'est-ce qu'il y a une pierre dedans? Pourquoi cette pierre, elle est aussi incroyablement désirée par les hommes et par les femmes? Pas seulement pour sa beauté, mais parce qu'il y a quelque chose, en italien on dit intrinseco, c'est quelque chose à l'intérieur d'elle-même qu'on ne peut pas détacher et qui nous envoûte totalement.
Et donc, bien sûr, quand j'ai commencé à étudier gémologie, j'ai compris que pour la formation d'une pierre, il faut passer beaucoup, beaucoup, beaucoup des années, des siècles, des millénaires à l'intérieur de la Terre, parce que cette pierre, elle a cette couleur, cette inclusion, cette forme spéciale. C'est parce qu'il a été touché par des agents chimiques totalement différents l'un l'autre. Après, il a une poussée vers l'extérieur de la Terre. Elle doit être retrouvée, elle doit être trouvé par un homme, 2 hommes, 3 hommes. Après, il doit être taillé par les lapidaires. Après, il doit être transporté à droite à gauche par le globe entier. Et après, il va être mis dans un bijou. Et après, il aura enfin quelqu'un qui peut l'apporter. Combien de kilos d'énergie, combien de mains d'énergie de la terre, de la nature, plus nous. Donc, je ne vais pas faire une croisade contre les pierres synthétiques, contre les pierres aujourd'hui qu'on voudrait mettre même à même niveau que les pierres naturelles, mais je suis désolée, il n'y a pas photo. Même si vous me recréez une pierre construite au laboratoire, me dit oui, mais c'est la même composition chimique, oui, mais les énergies, en fait, une chose que j'étais très forte à découvrir au sein de l'école de gémologie, c'est l'énergie qui dégage. Je ne sais pas, je sens tout de suite quand la pierre est fausse ou vraie. C'est ça la chose, c'est qu'on peut s'en foutre un peu de savoir de quoi elle est composée, la composition chimique, mais c'est juste qu'on sent la force brutale de la nature qui porte à l'intérieur de la pierre. Et sans compter l'énergie des hommes qui ont dû la trouver, l'énergie de quand tu trouves une pierre au milieu d'une mine, où on mettre ça quand il y a une pierre qui sort d'une machine au centre-cœur de Paris, je sais pas comment on puisse même la mettre au même niveau. Je sais pas, c'est quelque chose qui me rend dingue. Tout ça pour vous dire pourquoi j'ai commencé à étudier gémologie, et c'est surtout comprendre la puissance d'une pierre qui emporte sur notre oreille, dans le boucle d'oreille ou dans une bague. C'est qu'il y a vraiment une grosse partie d'histoire de la nature et aussi de l'être humain qui emporte avec nous. Après ces études de gémologie, tu fais quoi? Après, ma vie personnelle, il m'a amené à vivre en Chine pendant 4 ans et j'avais pas grand-chose à faire, même si j'ai commencé à faire des tournées aussi des films en Chine. Et j'avais un contact avec un pseudo-ami, je crois, qui m'a dit, je vais poser la question si je pouvais travailler pour lui, parce que lui, il fabriquait des bijoux à Shenzhen. Il m'a dit absolument pas, tu ne veux pas travailler pour moi. Par contre, pourquoi tu ne crées pas ta marque des bijoux? Je lui ai dit parce que je sais rien faire. Et donc, cette personne, il m'a dit, écoute, pendant 6 mois, à chaque photo que tu vois dans les magazines, tu l'arraches et on les met à côté. Comme ça, quand tu auras beaucoup, tu vas nous les envoyer et on va créer ton univers. Quand je faisais ça, je ne mettais rien qui pourrait rassembler la Sardaigne. Rien de chaleureux, rien de soleil, rien de doux, de souple. Je ne sais pas comment te dire. Je cherche de visualiser la Sardaigne dans sa couleur d'été. Parce que mon idée, c'était pour aider les artisans sardes et choisir les meilleurs 10 qu'on a en Sardaigne aujourd'hui. On avait 400 il y a 20 ans, aujourd'hui on a 20 dans toute l'île. Et donc, je voulais choisir les meilleurs 10 pour vendre directement leurs pièces artisanales et traditionnelles de la Sardaigne à Paris. Donc, c'est pour ça que j'ai dit rien et tout qui se rapproche de la Sardaigne. Une fois que j'ai fait ça, 6 mois après, ce monsieur et ses collaborateurs, ils m'ont créé mon univers, que j'ai beaucoup aimé, mais ils m'ont vraiment donné l'idée de ce que moi j'aimais en joaillerie. Donc, j'ai pas du tout utilisé rien de leurs dessins, et j'ai commencé à faire mes dessins. Et je voulais créer quelque chose qui pouvait lier la France, l'Italie et la Chine, du moment que j'étais en train de vivre en Chine. Et j'ai créé ma fameuse pivoine en jade, et j'ai découpé la chair jade chinoise en micro-gouttes, parce qu'ils utilisent vraiment des gros morceaux de jade. Et c'était mon premier bijou. Quand j'ai créé ma société à Hong Kong, que je devais faire aussi avec ce monsieur, ce cher monsieur est disparu. Donc, il m'a laissé avec mon beau bijou en jade et pivoine, avec une société à Hong Kong, et j'avais rien d'autre. En même temps, je me quitte avec mon ex-fiancé, et au bout de 4 ans, je me retrouve avec quelques dessins, les bracelets et les colliers jade, pivoine, violet, et une société à Hong Kong. Entre guillemets désespéré, j'ouvre une soirée sur ce canapé-là, l'ordinateur sur la page Wikipédia Sardaigne. Et ça sort la pivoine violet, qui est la Paeonia mascula, qui pousse dans les montagnes de Gennargentu en Sardaigne, qui est les fleurs emblématiques de la Sardaigne. Et moi, je ne savais pas. Ces fleurs, pour des gens qui connaissent mes bijoux, ils connaissent aussi la fleur, elle est exactement la même couleur, même forme, même tout, de la pivoine que moi, j'avais déjà créée et réalisé un bijou. Je vous jure, je suis restée
10 minutes scotché. J'ai pas bougé pendant 10 minutes sur ces pages-là. Et là, j'ai dit, en fait, tout ce que je voulais faire, c'était, je sais pas quoi, raconter je ne sais pas quoi autour de la Sardaigne, autour du monde. Et en fait, l'unique chose que je devais faire, c'était rentrer chez moi et raconter les bijoux de la Sardaigne. Donc, mon projet de prendre les meilleurs artisans et tout ça, je l'ai juste transformé en les faisant travailler avec la même technique de notre bijoux traditionnel, mais en façon moderne. Donc justement, dans les techniques traditionnelles de la Sardaigne, eh ben, il y a le filigrane. Oui. Et donc tu en as fait plein de bijoux. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, la base donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que il y a 20 ans, on avait 400 artisans qui travaillaient la filigrane et aujourd'hui, on en a seulement 20. En fait, que ça coûte très cher. C'est une main-d'œuvre que c'est compliqué à faire, mais surtout, ça prend beaucoup de temps. Donc, justement, c'est quoi exactement le filigrane? La filigrane, c'est un fil qui est assez épais et qui, avec des coups sur une table avec un petit morceau en bois, on tire et on fait un fil très très fin qui est totalement torsadé. Et ça dépend de combien on veut le fil le plus fin possible. Et moi, je risque toujours de le faire extrêmement trop fin. Et de temps en temps, on peut se casser. Mais la beauté, c'est que plus c'est fin, plus c'est magnifique. Ça fait vraiment de la dentelle. Et après, c'est une petite granule. C'est un petit boule d'or qui fait la granule. Donc, la filigrana, la filum et granum, qui en latin, ça fait comme filo et grano. Et donc, c'est vraiment typique de la Sardaigne, mais en même temps, c'est typique de tous les pays, on va dire, en connexion arabe, byzantine, qu'ils ont bien sûr envahi à l'époque, l'île, et qui, par rapport aux autres régions de la Sardaigne, c'est vraiment l'unique qui est restée encore vivante. Parce qu'on a fait nos bijoux, des costumes traditionnels typiques de la Sardaigne, on est vraiment riche de ces bijoux-là. Donc, c'est pour ça qu'ils existent encore, et c'est très important pour nous pouvoir continuer cette expérience et la porter, bien sûr, à la génération future. Oui, donc en fait, c'est un petit fil très fin et avec ce fil qui est déjà torsadé, on crée des motifs comme si effectivement on faisait de la dentelle et chaque en fait nœud de dentelle est fait par cette granulation sur une petite boule d'or qui en fait marque le motif. Le problème évidemment, c'est que façonner une toute petite boule d'or, c'est déjà compliqué. Qu'elle soit complètement sphérique, c'est encore plus compliqué. Et ensuite, quand on la joint évidemment sur la dentelle, il ne s'agit pas de tout faire fondre. C'est bien ça le gros problème. Exactement. En fait, il faut le laser qui aujourd'hui, grâce à la technique qui s'est améliorée, on arrive à le faire. Mais il y a, par exemple, un de mes artisans, je ne travaille avec 5 pour le moment, un de mes artisans qui arrive, il a voulu comprendre comment nos ancêtres, ils travaillaient la filigrane sans les outils qu'on a aujourd'hui. Et donc, lui, par exemple, avec une des collections que je suis en train de faire à l'Escarabée, il essaye, bien sûr, de retravailler avec les très peu d'outils qu'on avait à l'époque, pour essayer vraiment d'être les plus proches de tout ce qu'on a retrouvé dans les fouilles en Sardaigne de l'époque. Et donc, du coup, ce filigrane, tu le déclines et ça donne, par exemple, des bagues qui ressemblent aux bagues de fiançailles des femmes sardes traditionnelles. Et là-dessus, tu rajoutes des symboles. C'est-à-dire, par exemple, tu utilises la myrrhe, qui est donc la fleur de Vénus, pour faire une bague. Je me souviens, elle est toute ronde avec on a une petite chaînette qui pend le long de la main, avec une petite boule, comme si c'était le bourgeon de myrrhe. Il y a aussi les fleurs et bourgeons de myrrhe sur le tour d'oreille. Tu déclines comme ça chaque pièce qui est typique de la Sardaigne, non seulement dans le savoir-faire, mais aussi dans le symbolisme. Alors, exactement. Ce que moi, je cherche à faire, il y a quelque chose d'extraordinaire en Sardaigne, c'est qu'on transforme tout en légende. On a légende pour tout. Dès qu'il y a quelque chose, on transforme en légende. En lisant beaucoup des livres, entre autres Grazia Deledda, qui c'est les premiers Nobel pour la littérature en 1928, l'unique femme qui a gagné les prix Nobel de la littérature en Italie, et on parle en 1928, c'était pas l'autre jour, et surtout à l'époque c'était un peu compliqué. Et Grazia Deledda a écrit beaucoup de légendes, entre autres, et donc c'est en lisant beaucoup des livres sur la Sardaigne qui m'inspire encore plus des bijoux. Donc il y a bien sûr la myrte, il y a bien sûr la pivoine, il y a les animaux de la Sardaigne, ou là les Dancing Stars, qui s'est totalement inspiré au ciel de la Sardaigne, parce que Sarde, S''ard, dans notre ancienne langue, ça veut dire les danseurs des étoiles. Et on dit que c'était une terre tellement aride, tellement compliquée aussi à l'envahir, et qu'on était danseurs sur une terre unique et compliquée à l'envahir. Et donc c'est assez brutal et bizarre comme image de cette brute
qui dansaient à la lumière des étoiles. C'est aussi une des raisons pour laquelle les étoiles, la Voie lactée en Sardaigne, elle est vraiment très évidente grâce au fait qu'il n'y a pas de pollution aujourd'hui. Et donc les étoiles, ils ont été tellement importantes parce que le plus de 5000 nuraghi, et ce sont les tours avec les pierres qui ont été retrouvées en Sardaigne, on dit que la formation terrestre, la position terrestre des nuraghi correspond à la position astrale des étoiles. Donc c'était obligé pour moi de pouvoir construire et créer une collection totalement dédiée aux dancing stars et aux danseurs des étoiles. Avec donc ce saphir étoilé dont l'étoile bouge et qui est dans un bleu presque laiteux, en fait, très clair. C'est très clair. J'ai trouvé pendant mes nombreux voyages des saphirs étoilés magnifiques, on va dire color jean mauve, avec une étoile de temps en temps vraiment incroyable, parce qu'on voit une pierre un peu normale et après on va mettre une lumière au-dessus et fait une étoile extraordinaire. Et donc je suis vraiment tombée amoureuse et mon idée c'était de mettre à la fin des branches de l'étoile des petits diamants pour que la lumière puisse continuer à s'épanouir autour de la bague. Et donc c'est vraiment une création qui n'est pas en filigrane pour une fois, mais qui est pour moi, je pense, entre toutes les créations, la plus grande déclaration d'amour pour la Sardaigne. Troisième chose qui est typique de la Sardaigne, c'est le corail. Alors raconte-nous, je crois qu'il n'y a que 3 jours on peut le pêcher, c'est ça? 3 mois. Alors, en fait, la Sardaigne, pour qui ne connaît pas, c'est une terre qu'on raconte qui pourrait être l'Atlantide. Atlantide, qui c'était l'île qu'on racontait dans le passé, qui était une île magnifique et richissime et qui est disparue dans les eaux de la Méditerranée. Et donc, on pense que c'est exactement la Sardaigne qui en fait existe encore. Et on va dire que nous, Sardes, on s'est rendu compte de la chance qu'on a eue parce que quand on est dans une île comme ça, t'as pas vraiment choisi et t'as pas vraiment mérité d'être né dans une île comme ça ou quand même dans un lieu que nous, on est. C'est vraiment une question de chance. Et donc, on comprend la chance qu'on a eue à la naissance et c'est pour ça que les vrais Sardes, on a tendance à surprotéger cette île qui reste une des plus touchées dans le tourisme au milieu du sein de la Méditerranée. Et donc, on essaye de protéger la nature et bien sûr les corails. C'est pour cette raison que la Sardaigne reste une des très peu îles, si je peux dire l'unique île de la Méditerranée qui a encore du corail parce que malheureusement Sicile, Calabre et Pouille, ils ont totalement détruit tous les corails qui existaient, et bien sûr en quantité énorme, il y a 100 ans et plus. Et donc, grâce à une loi en 1971, si je ne me trompe pas, donc il y a plus de 50 ans, on a prévu que chaque année, les gouvernements de la Sardaigne doivent faire un tour autour de la Sardaigne pour comprendre combien la quantité des corails existe, qui puissent être pêchés, qui puissent être utilisés, bien sûr, pour les bijoux ou pour autres raisons. Et chaque année, entre janvier et mars, ils ont une loi qui disent combien de kilos de corail peut être pêché chaque année. Donc l'année dernière, par exemple, en 2020, il y avait, si je ne me trompe pas, entre les 15 juin et les 15 septembre, donc 3 mois, 25 personnes avaient la licence de pouvoir descendre jusqu'à moins de 120 mètres pour pouvoir pêcher les corails. Et chaque bateau, qu'ils avaient 2 personnes, donc c'était donc 25 personnes, 25 bateaux, 50 personnes qui pouvaient descendre, et chaque bateau il pouvait prendre 2,5 kg de corail par jour. Et donc, grâce à cette loi, on peut continuer à protéger les corails. Grâce à cette loi, quand on lit Corallo rubrum, qui vient de la Sardaigne, c'est l'unique qui va au-delà du document CITES, parce que CITES, c'est un document de la loi européenne qui, s'il ne fait pas partie de la CITES, tu ne peux pas exporter les corails parce que ça veut dire qu'ils sont en danger. Et en fait, grâce à cette loi, on peut utiliser les corails comme un bijou parce qu'ils sont totalement protégés en Sardaigne. N'empêche que du coup, je me souviens que le collier qui était ruisselant de corail, tu m'avais quand même expliqué que tu avais transformé le corail en petites perles pour pouvoir en mettre beaucoup, sans pour autant utiliser beaucoup de matériaux finalement. Oui, c'était un peu ça, et surtout, je voulais recréer la beauté des branches des corail. Donc c'est ça mon idée avec Festa delle Anime, c'est le corail qui c'est vraiment une pluie de petits micro-morceaux de corail. C'est bien sûr, et on peut aussi utiliser pas des grandes branches, et on peut réutiliser des petits morceaux qui restent après le travail d'autres bijoux. Du coup, ça te permet de faire un collier très très opulent. Oui. Et d'utiliser toute la matière jusqu'au dernier petit grain. Exactement, pour ne pas faire du gâchis. Et est-ce que ça, c'était une technique que tu as inventée ou c'est une technique qui existait déjà avant? Ça, je ne sais pas.
Ça, je ne veux pas dire que j'ai inventé, en fait, et je ne sais pas si je peux inventer des techniques, hein, je ne sais pas à ce niveau-là, on est loin. Mais je pense que c'est vraiment plutôt l'envie de créer un bijou et expliquer à l'artisan comment je le voudrais. Et bien sûr, moi, je suis un peu nulle aux techniques, donc c'est surtout l'artisan qui me dit, ah, ça, on peut le faire, ça, on ne peut pas le faire. Là, par exemple, je fais en corail un sautoir avec un fleur, avec ma chaîne de corail extrêmement fine, et la fleur qu'ils m'ont fait, elle est tellement lourde que ça tourne. Donc là, bien sûr, techniquement, après, je ne sais pas, ils ont fait un truc un peu trop gros. Donc là, elle est répartie au laboratoire pour essayer de découper un peu les corails pour les faire un peu plus fins parce que sinon, c'est pas très joli, en fait. Voilà, donc c'est bien sûr, techniquement, après, il faut arriver à faire vraiment comme un orchestre, pouvoir mélanger les deux techniques. Et en plus, parce que cette sautoir a été créée par deux artisans différents. J'étais moi au milieu avec mes idées, un artisan qui fait un truc, un artisan qui a fait l'autre. Donc il faudrait arriver à l'unifier ensemble. Donc c'est pour ça qu'elle a dû répartir au laboratoire. Il y avait donc les tours d'oreille en forme de mire, on a vu le corail et on a vu le filigrane que tu déclines en grande houppes, petite houppes, tour de cou, parce que justement les bijoux sardes au début ils se portent contre le cou. Encore aujourd'hui. Tu fais aussi des croix, parce que ça c'est aussi très sarde, c'est très religieux. Et j'ai vu aussi que tu faisais des tas de petits animaux. C'est sarde ça aussi ? C'est sarde, on a beaucoup d'animaux en Sardaigne, donc, et surtout on va dire qu'une des grandes parties de l'économie de la Sardaigne elle est liée aux bergers, au fromage qu'on fait, donc on va dire que les petits chèvres et les moutons sont vraiment très importants, ça fait partie vraiment de l'économie de la Sardaigne. Et donc c'était bien sûr la campagne adopte un mouton, adopte un petit chèvre, c'était vraiment lié aussi à un moment particulier de la Sardaigne qui a vécu il y a 2 ans déjà, parce que malheureusement les bergers, pour créer un litre de lait, ça lui vient à 90 centimes à 1 euro. Et en fait, ils sont payés 60 centimes. Donc c'était vraiment une immense révolution avec beaucoup, beaucoup de litres de lait qui faisaient pleurer le cœur, mais c'était l'unique façon pour se faire entendre. Donc c'était à ce point-là que j'ai commencé à dire, OK, au-delà de ma fameuse bague Fili di Vento pour l'AMREF, je voulais aussi créer quelque chose qui puisse être donné aux bergers, surtout à un moment aussi compliqué de leur travail. Donc en fait, depuis le début, il y a cette réflexion non seulement de sauvegarder un art et un savoir-faire, mais aussi d'accompagner les autres. Donc évidemment, tu es déjà l'ambassadrice officielle de l'AMREF. Donc l'AMREF, tu vas nous expliquer ce que c'est. L'AMREF, c'est la plus grande ONG de santé africaine, qui depuis maintenant plus de 60, presque 10 ans maintenant. On est devenu la plus grande ONG de santé africaine parce que il y a 70 ans, il y a 4 médecins qui sont arrivés en Afrique anglo-saxon à l'époque, donc c'était au Kenya, et avec leurs avions, ils arrivaient dans des endroits les plus reculés de l'Afrique pour amener des soins médicaux. Et avec leurs avions, ils pouvaient vraiment arriver au milieu du désert pour faire une opération, pour les vaccinations et tout le reste. Et sur cette idée-là, ils ont créé les Flying Doctors. Ça veut dire, leur idée, c'est de couper la distance entre le petit village, reculé au milieu de rien, et les grandes villes, pouvoir faire un dispensaire, pouvoir former aussi de médecins, des sages-femmes, et pouvoir apporter des soins médicaux à tous les gens qui ne peuvent pas arriver, parce qu'ils n'ont pas de voitures, bien sûr, dans les grandes villes. Et donc, sur cette idée-là, des Flying Doctors, est née l'AMREF. Et donc, ça devient, parce qu'ils travaillent maintenant avec les gouvernements, vraiment la plus grande ONG de santé africaine, et après tous les voyages que j'ai faits. Et donc, pourquoi j'ai fait mes premiers bijoux, que c'est un peu mon best-seller, la bague Fili di Vento. Pourquoi j'ai fait tout de suite le partenariat avec l'AMREF? Parce que, en tant qu'actrice, ça c'est vrai, et en tant qu'égérie de plusieurs marques, j'ai toujours essayé de pouvoir faire un partenariat avec les marques, autant que égérie et bien sûr les lier avec l'AMREF. Et chaque fois, ils ont mis ça dans les contrats, mais après, ils n'ont jamais respecté rien. Et donc, j'ai beaucoup souffert de ça, en disant, en fait, je n'ai pas les pouvoirs, je suis juste une égérie, une actrice, mais je n'ai pas les pouvoirs d'imposer au PDG d'une grosse boîte qui me font un contrat en tant que joli visage, en tant qu'actrice, d'imposer aussi, de pouvoir aider aussi une assoce. Après beaucoup de rendez-vous, qui après ça a été tombé dans l'eau, la première chose que j'ai fait quand j'ai créé ma marque, c'est absolument me lier avec l'AMREF pour un bijou partenariat. Et ça a suivi 3 autres associations
Et dans les cas, je vais essayer, même si je vends moi les bijoux, je fais quand même un micro-chèque de ce que je peux faire en tant qu'association pour soutenir les associations que je tiens à cœur. Donc, il y en a combien d'associations? 4. Alors, donc, l'AMREF, donc ça, c'est le soin et la santé des Pour la formation des sages-femmes en Afrique. Pour la formation des sages-femmes en Afrique. D'accord. Ensuite, il y a les koalas Luis et les koalas Dandy. Depuis très, très, très longtemps, mon animal préféré, c'est les koalas. Que j'ai pu rencontrer en vrai quand j'ai fait ma tournée de James Bond pour la presse à Sydney. Et donc, je soutiens déjà l'Australia Koala Foundation depuis très longtemps. Et quand, malheureusement, on a terminé en 2019 et on a commencé en 2020 avec un incroyable incendie qui a recouvert totalement l'Australie et qui a malheureusement vu mort des millions et des millions d'animaux, dont beaucoup de koalas, qui est l'animal déjà en voie d'extinction. J'ai dit, OK, je fais des petits koalas en filigrane. Même bien sûr, les koalas, ce n'est pas les symboles de la Sardaigne, mais en fait, où j'arrive à faire entrer l'animal par la Sardaigne, où je le fais en filigrane, donc ça revient au même. Et donc, sincèrement, je dois vraiment remercier tous les gens qui m'ont aidé à ce moment-là, qui ont vraiment acheté les koalas Dandy et les koalas Luis, parce que ça lui plaisait beaucoup. Et tous mes artisans, bien sûr, qui m'ont aidé dans cette course folle, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de temps. Aujourd'hui, bien sûr, les koalas Dandy et les koalas Luis seraient toujours dédiés à l'Australia Koala Foundation, mais à l'époque, on avait vraiment besoin d'envoyer de l'argent, parce que l'Australia Koala Foundation, c'est ce qu'il fait, c'est de construire les maisons des koalas. Les maisons des koalas sont les forêts. Parce que pour eux, c'est important que les koalas ils puissent vivre dans la nature, parce que c'est ça, son habitat naturel. Après, bien sûr, on a beaucoup de koalas qui habitent dans les zoos, mais ce n'est pas l'intention de l'Australia Koala Foundation, c'est pouvoir reconstruire les forêts pour remettre les koalas dans son habitat naturel. Autre fondation, c'est Speranza Zampetta, que c'est une fondation sarde dans le nord de la Sardaigne qui cherche de trouver une maison pour tous les chiens et les chats qui sont abandonnés dans la rue. On a beaucoup des assos comme ça et je suis tombée amoureuse de ce qu'ils font eux. Et ça, c'est assez récent parce que j'ai jamais eu un animal chez moi dans ma vie. Et il y a 2 mois et demi, un petit chaton est rentré chez moi. Et sincèrement, je ne pouvais pas penser qu'un animal, que j'ai toujours pensé un peu, l'animal doit être hors maison, il ne doit pas rentrer avec nous. Il peut amener autant d'amour, autant d'épée et découvrir un amour inconditionnel qui peut amener une petite boule de poil. Et mon chaton, bien sûr, est de la rue. Sa maman qui ne s'est fait pas approcher par les êtres humains à chaque fois qu'il accouche dans la maison de cette dame que j'ai rencontrée par Facebook. Et donc là, j'ai dit, ma petite Elite a eu la chance d'être choisie par mon chéri. A eu la chance de faire un voyage de la Sardaigne jusqu'ici et donc je voudrais que plus de chatons et plus de chats et chiens ils puissent avoir de la chance comme Elite l'a eu. Donc c'est pour ça que j'ai créé la petite patte en filigrane d'Elite. Elite a 3 pattes roses, tout le reste est blanc et après il a une patte qui est blanche, rose et noire. Et donc j'ai créé ce petit pendentif en filigrane toujours et ça commence à être bien vendu. Et donc, bien sûr, une partie de l'argent, il est dédié à Speranza Zampetta. Et la dernière association, je crois qu'il en reste une. Il reste une. Alors, ça, c'est une histoire un peu plus complexe parce que il y a environ 70 scarabées qui ont une longue histoire, qui viennent de l'Égypte, qui sont arrivés aux États-Unis et ils sont rentrés dans ma vie il y a quelques mois grâce à un ange. Et cet ange m'a demandé de mettre autour de cette scarabée qui a une histoire incroyable de la filigrane et une partie de l'argent, toujours les vendre à une association contre la violence contre les femmes. Donc j'ai choisi Onda Rosa di Nuoro. Nuoro, c'est une ville de la Sardaigne et Onda Rosa, c'est une association qui essaie de construire des maisons pour les femmes et les enfants qui sont battus et violentés au sein de leur famille. Et donc c'est pour ça que je l'appelais des Heal and Nest, parce qu'Ilan, c'était la personne qui a acheté il y a très 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 longtemps ces pierres en Égypte et après un long voyage, elles sont arrivées à moi. Et Nest, c'est donc un nid on va essayer de la créer autour de la pierre en filigrane, mais bien sûr, ce sera les nids qu'on voudrait créer pour les femmes et les enfants avec Onda Rosa. Donc en fait, ces 4 associations, il y a 2 grandes orientations qui sont les animaux d'un côté, la sauvegarde des animaux et de la nature, et de l'autre côté, la sauvegarde des femmes, qui sont visiblement ce qui te touche.
Oui, j'ai jamais pensé ça, mais c'est vrai. J'ai jamais pensé. En fait, je lis pas les choses, en fait. T'as absolument raison. Et en plus, il y a 2 en Sardaigne et 2 de l'autre côté du monde. Donc, il y a un en Australie et l'autre en Afrique. Il y a 2 en Sardaigne. Et donc, c'est vrai, les mères et les enfants en Afrique, les mères aux enfants en Sardaigne, les animaux en Sardaigne et les animaux en Australie. C'est vrai, j'ai jamais fait le lien. Je le fais maintenant avec toi. Parce que du coup, j'allais te dire, est-ce que du coup, la cause des femmes, c'est quelque chose qui te touche particulièrement? Alors, je peux dire un truc que beaucoup de gens ils vont dire elle est folle. Absolument oui. Mais autour de moi, j'ai aussi beaucoup de gens qui utilisent cette problématique. Et donc, je ne suis pas... Alors, c'est un peu compliqué. Je cherche de t'expliquer. En fait, tu ne veux pas que ce soit une cause de greenwashing, en fait, c'est ça. Tu veux pas que ce soit un prétexte. Il y a beaucoup de femmes qui utilisent en ce moment ces mouvements. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui, malheureusement, ils sont, je ne peux pas dire battus, mais peut être aussi battus psychologiquement. Et donc, je ne suis pas féministe pour les femmes n'importe quel moment. J'ai fait une pièce de théâtre, et là, c'est l'actrice qui sort. J'ai fait une pièce de théâtre qui c'est une vraie histoire d'un homme qui a été totalement manipulé par une femme qui après l'a trompé, cette femme a trompé cet homme parce que c'était juste une quête de chercher l'homme plus riche, plus riche, plus riche et a pourri totalement la vie de cet homme. On lui a piqué son travail, il lui a piqué tout son argent, il a piqué la maison et bien sûr, au sein de la justice italienne, la raison c'était toujours à côté de la femme. Parce que c'était maman, parce que c'était une femme, parce que il y avait une fille. Et en fait, en réalité, la justice aujourd'hui, on est encore au milieu. Aujourd'hui, la justice, il ne devrait pas regarder un homme et une femme, il devrait regarder 2 êtres humains et comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. C'est ça sur lequel je préférerais me battre. Ça veut dire qu'il n'y a pas un problème de genre. On est tous des êtres humains qui font des erreurs. Et on s'en fout si l'erreur vient de l'homme, l'erreur vient de la femme. Il faut que la personne qui fait l'erreur paye. Et donc, c'est ça le problème, c'est que j'ai un ami à moi, encore, qui a été totalement manipulé par la femme, et la femme a manipulé totalement aussi la justice. Et donc là, c'est pas normal. Donc, il y a un problème de fond. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mensonges, et que ces mensonges, quand on va arriver jusqu'à la fin, ils peuvent entraîner la défiance des flics quand tu vas porter plainte, autant que femme battue. Moi, malheureusement, j'ai une amie très chère qui a été violée, et qu'il y a des gens qui inventent ça, dont beaucoup de mes chers collègues dans les fameux mouvements MeToo. Je n'étais pas là, je ne peux pas juger. Mais quand tu utilises ça et tu inventes beaucoup de bêtises autour, tu ne penses pas aux femmes qui ont réellement vécu ça et que malheureusement, s'ils ne sont pas écoutés jusqu'à la fin, ils peuvent être prises pour des mensonges. Et donc, il faut juste avoir le juste milieu. C'est un peu compliqué, mais je ne sais pas si tu m'as compris ce que je voulais dire. Tout à fait. L'important, c'est pas le genre, c'est la faute. Exactement. Et bien sûr, il y a beaucoup de cas, des femmes réellement violées, battues et tout ça, il faut réellement écouter, il faut réellement protéger, il faut absolument enlever cette femme de la maison et la protéger absolument. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de cas, mais c'est pas malheureusement 100%. Et donc, toi, en tant que joaillère, si tu devais dessiner un bijou demain, comme ça, pour toutes ces femmes, pour les aider, comme ça, qu'est-ce que tu ferais? Là, je pense au scarabée, mais là, c'est déjà fait. Il n'y a pas un autre symbole en Sardaigne qui protège? Non, en fait, il faut toujours lier. C'est que moi, je pense, on peut pas penser à un gros bijou parce que si tu veux les vendre, il faut que ce soit un bijou simple, pouvoir vendre dans les nombres plus importants. La chose intéressante, c'est que beaucoup de femmes, d'hommes aussi, et bien sûr, achètent un bijou qui a une autre valeur, pas seulement la valeur esthétique du bijou, mais aussi une valeur morale. Et là, avec un joaillier, un artisan, je suis en train de créer un bracelet pour l'été. Et peut-être, ça pourrait être, c'est assez simple, donc il pourrait être aussi créé pour une assoce, mais on verra. Ça, c'est pas encore sûr, mais le bijou, il est en préparation. Je sais pas si je pourrais le lier à une autre assoce, on verra. Et alors, dans un autre registre, avec tous ces savoir-faire de sarde que tu veux défendre, on a compris, quel serait le bijou le plus magnifique et le plus porteur que tu pourrais imaginer? Porteur de ce sens de la Sardaigne et du savoir-faire, bien sûr. Ce que je voudrais faire, que je ne suis pas encore arrivée à faire, c'est un bijou unisexe. C'est un bijou qui peut être porté par l'homme et par la femme, pour les doubles valeurs qu'on a déjà tout raconté. Et ça, c'est quelque chose qui me manque, que je voudrais vraiment faire.
D'un côté, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui me demandent, mais pour nous, tu fais rien. La filigrane pour l'homme, je les vois encore un peu compliquée. Je sais pas, je les vois encore un côté dentelle qui c'est un peu compliqué, même si la bague Fili Divent en or noir a été déjà rachetée par un homme, mais pas tout le monde peut porter ça. Donc voilà, sûrement arriver à créer une bague ou un bracelet qui puisse unisexe. Si tu avais un conseil aujourd'hui, donc ce sera la dernière question, à une jeune femme aujourd'hui qui voudrait dire tiens, moi aussi, je voudrais aller en joaillerie. Qu'est-ce que tu lui dis? Sois sarde, tu lui dis quoi? Alors, je suis tellement jeune que joaillerie, je ne pourrais pas me permettre. Déjà, en actrice, au bout de 20 ans, je ne sais pas, je vais me permettre de dire ça en joaillerie. Parce que bon, là, on a juste parlé que tu as trouvé tes artisans, etc. Mais ça, c'est pas fait tout seul. Ça n'a pas été facile de créer de la joaillerie. Non, rien n'était facile parce qu'en plus, derrière, que tout ce que vous voyez derrière, qui était la jury, c'est il n'y a que moi. Que moi et moi. Les erreurs, les choses bien, les choses dégueulasses, il y a toujours moi. Donc, moi, c'est très clair avec qui je peux me battre, c'est toujours moi-même. Qu'est-ce que je pourrais dire? Une chose que je pourrais dire, c'est peut-être de ne pas commencer toute seule. C'est exactement le contraire de ce que je fais. Que d'un côté, c'est bien, mais d'un côté, je me bloque parce que je ne sais pas où aller, parce que je ne sais pas quelqu'un avec qui je pourrais me confronter. Donc, il y a sûrement peut-être... fais-le avec quelqu'un d'autre. Commence avec un ami qui a la même passion que toi. Déjà pour toute la bureaucratie qu'il y a derrière, parce que derrière, créer une marque et tout le reste, c'est une bureaucratie monstrueuse que l'État a fait exister. Donc c'est vraiment compliqué. Et j'ai appris tellement de choses que je ne pourrais même pas penser d'apprendre. Et donc sûrement se faire accompagner, c'est bien sûr quelque chose de très important aussi pour être confronté. Et dire des choses où tu as fait une bêtise là, ah non, ça on va pas. Et en fait, moi, je vais beaucoup au cœur. De temps en temps, je me trompe, de temps en temps, je passe. Mais c'est sûrement ça, c'est quelque chose que je pourrais dire à une jeune joaillière qui voudrait commencer. Quand tu es une actrice, tu as un rapport avec les gens différents, dans le sens où on te voit sur l'écran, on te voit pas en vrai. Et après, toi, tu vois des gens en vrai, mais c'est pas monsieur tout le monde. Et en tant que joaillère, est-ce que tu as d'autres rapports avec les gens? Oui, mais il y a des gens qui voient, bien sûr, en moi, qui me connaissent. Il y a très peu de gens qui arrivent à faire la part des choses. Tout le reste des gens, ils voient surtout en moi l'actrice. Donc c'est un peu compliqué pour moi parce que quand je rencontre les gens qui m'achètent un bijou, je suis la joaillière. Et ils sont un peu fascinés pour le personnage qu'ils voient à l'écran, mais c'est pas exactement moi. C'est moi, mais c'est pas moi. Donc mon rêve, c'est arriver à pu faire l'actrice et vraiment arriver à créer seulement ma marque des bijoux. Ça, c'est mon rêve ultime. Donc c'est quelque chose que je voudrais, mais je ne sais pas quand ça va être possible. Donc bien sûr, il y a cette mélange de deux choses que de temps en temps, j'ai dit, est-ce qu'ils ont acheté les bijoux parce qu'ils voulaient me rencontrer et donc ils se sont quand même acheté un bijou obligatoirement ou parce qu'ils voulaient vraiment les bijoux. Ça, je ne le saurais jamais. Je pense qu'ils n'auront jamais le courage de me le dire. Mais les gens qui m'achètent les bijoux et après je l'envoie par la poste, donc ça veut dire qu'ils voulaient vraiment les bijoux. Une chose que j'ai adoré faire, c'est pouvoir, bien sûr, placer ces product placement de mes bijoux dans mes films et surtout créer des bijoux pour mes films. Et ça, j'ai pu le faire surtout avec une série française qui s'appelle Les Temps est assassin, où, je ne sais pas pourquoi, mais les scénaristes et les metteurs en scène avaient déjà créé beaucoup de bijoux très forts dans les symboles à l'intérieur de l'histoire du film. Et donc, j'ai juste eu le courage de voir les metteurs en scène et les producteurs en disant je fais des bijoux, je ne vais pas imposer les bijoux que j'ai déjà créés, mais je voudrais participer à chercher les bijoux pour le film. Et donc, c'était juste magique de pouvoir créer des bijoux pour le film avec tous les symboles. C'était vraiment sublissime. Vraiment, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et bien sûr, les gens qui ont suivi la série, ils ont pu après apprendre par les posts Instagram et Facebook toutes les images et l'histoire qu'il y avait derrière chaque bijou qui était lié bien sûr à la Sardaigne. Pour un prochain film que je ferai cet été, je suis en train de créer des toutes pièces, un oiseau avec des pierres bleues. C'est un film que je tournerai en Danemark, à Copenhague. Et je vais mettre de la granule, donc tous les pibionis, que c'est les petites granules de la filigrane sarde, dans un oiseau avec les pierres bleues. Et donc ça, c'est quelque chose que j'adore. Voilà, et c'était aussi une idée que je voulais faire encore avant de créer ma marque des bijoux. J'aurais voulu me spécialiser en chef costumière, mais que pour les bijoux. Donc arriver à reconstruire tout ce qui était bijoux d'époque, ou n'importe quel bijou dans un film, pouvoir
Normalement, c'est le travail, bien sûr, d'une chef costumière, mais pouvoir être spécialisée dans les bijoux pour la reconstruction d'une époque, c'est vraiment quelque chose que j'adorerais faire. Et donc, c'est un métier qui n'existe pas encore vraiment, c'est ça? Je ne crois pas qu'il existe. Je ne crois pas. Peut-être une chef costumière. Parce que moi, j'ai fait des films d'époque, mais c'était toujours la chef costumière qui faisait le travail pour chercher. Je ne pense pas qu'il existe quelqu'un qui est seulement dédié à chercher les bijoux pour l'époque d'un film. Je ne crois pas. Eh ben, génial, tu viens d'inventer un autre métier. Bah, j'espère. Alors, mon numéro de téléphone, c'est... Eh bien, génial. Donc, en fait, on dit à tous les auditeurs qui font des films, vous avez une chef costumière spécialisée en joaillerie. Formidable. Voilà. Merci beaucoup, Caterina. Merci infiniment à vous. Merci. Au revoir. Merci d'avoir écouté Brillante. Je vous invite à me faire part de vos commentaires, de vos réactions, de vos envies ou de vos questions pour Caterina Murino sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou. Comme vous le savez, je donne une voix au bijou chaque dimanche en alternance sur un de mes 3 podcasts. Dimanche prochain, je vous retrouve sur le podcast Le bijou comme un bisou pour vous parler des réalisations joaillères de la plumassière d'art Nelly Saunier. Lors du prochain épisode du podcast Il était une fois le bijou, le 7 mars, sur la thématique Diamant Forever, je vous propose d'écouter Mina El Adraoui, la directrice France du Natural Diamond Council. Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de ces 3 podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube et encouragez-moi en mettant des commentaires. C'est ce qui permet de référencer les podcasts. Si vous êtes sur Apple Podcasts, mettez plein d'étoiles et surtout, partagez sans modération. Je vous souhaite une semaine brillante. À dimanche prochain et en attendant, soyez brillante.